à tous et bienvenue sur notre podcast sur la voie RH, donc un podcast où nous abordons les thématiques sur la gestion et le développement des ressources humaines en entreprise. Donc je suis Annabelle, étudiante en bachelor gestion et développement RH au CFA CCI Formation Le Mans-Sarthe. Et aujourd'hui, donc, je suis en présence de trois autres étudiantes de ma promotion, donc Inès. Bonjour Annabelle. Léna. Bonjour. Et Cléo. Bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, donc, nous allons aborder le thème de l'inclusion du handicap dans la vie professionnelle. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir notre invitée, Isabelle Andrieux, gestionnaire RH chez Covea. Donc, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes. Bienvenue. Merci. Donc pour commencer cet épisode, déjà dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler de l'entreprise Covea d'une façon générale dans un premier temps, de votre fonction au sein du groupe, votre fonction RH et voilà, déjà dans un premier temps. Oui, sans souci. Alors le groupe Covea, ça regroupe en fait plusieurs enseignes très connues de l'assurance qui sont MMA, MAF, GMF et Fidelia pour la partie assistance. Notre groupe compte environ 22 000 collaborateurs répartis sur tout le territoire français, y compris en Outre-mer. Donc nous avons quand même une activité très étendue. Et avec l'ajout de Fidelia, nous travaillons aussi à l'international pour les assistances dans le monde entier. D'accord. Sur mon activité, donc, je travaille au sein de la Direction générale des ressources humaines, au sein du groupe Covea. Notre équipe est une équipe qui travaille sur le pilotage et la gestion de projets transverses sur la prévention et santé au travail. Donc, nous sommes une petite équipe de 7 collaborateurs et Annabelle est notre alternante pour cette année. Oui, c'est tout à fait. Ok. Et au niveau de tes fonctions, alors, ton poste. Sur mon poste, donc je suis gestionnaire RH. Notre activité porte essentiellement sur la gestion, le suivi des visites médicales pour toutes les enseignes du groupe. Donc ça nous fait environ en gestion directe un peu plus de 15 000 collaborateurs et nous avons une activité répartie sur 3 personnes car nous avons aussi un service de médecine autonome, c'est-à-dire que ce sont des professionnels de santé, médecins et infirmiers en santé au travail qui sont directement salariés du groupe et qui prennent en charge donc les 7000 autres collaborateurs sur les sites centraux essentiellement. Donc nous avons Le Mans où nous avons une grande équipe. L'infirmerie, un service médical. Exactement. Et nous avons aussi Paris avec un médecin et une infirmière. Et nous avons Strasbourg également avec un médecin et une infirmière. D'accord. Donc dans le thème de notre épisode, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton histoire, nous présenter ton handicap ? Oui, pas de souci. Tu es d'accord ? Alors mon handicap, en fait, c'est un handicap visuel. Donc c'est-à-dire que je vais vous faire une version très raccourcie. Je suis née avec des problèmes de vue qui ont été opérés à multiples reprises. Mon état a été stabilisé jusqu'à à peu près mes 18 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai dû subir de nouvelles interventions assez lourdes. Et en fait, j'ai perdu l'acuité visuelle sur l'œil gauche dans le cadre d'un glaucome et d'hypertension oculaire. Sachant que je vois actuellement de l'œil droit, mais mon taux de vision est assez faible, je suis à 2,5 dixièmes avec correction. Voilà. D'accord. Mais ça n'empêche pas après, en fait, d'avoir une activité professionnelle, d'avoir des activités extra-professionnelles et des loisirs. Voilà. Après, il faut juste faire preuve un petit peu de volonté et aussi, faut y aller, quoi. Tout simplement. Oui, bien sûr. Ok. Alors, étant moi-même RQTH, moi j'ai pu rencontrer des difficultés à trouver des entreprises. Et je voulais savoir si vous avez également rencontré ces mêmes difficultés et comment vous avez réussi à expliquer les avantages à l'entreprise d'embaucher une personne avec une RQTH. Tout simplement, comment être convaincante.
Alors oui, j'ai également rencontré des difficultés et étrangement, en fait, c'était presque moi qui me mettais en difficulté. En toute franchise, parce que j'étais étudiante à cette époque et en fait, j'ai eu du mal à me vendre littéralement sur le marché du travail parce qu'en tant que personne en situation de handicap, on se met, je pense, de manière inconsciente, exactement, merci, des bâtons dans les roues et des barrières. Ouais. Et c'est vrai que c'est dommage parce que avec de la maturité, maintenant, j'ai 37 ans, en fait, on prend du recul et on se dit mais pourquoi j'ai attendu, pourquoi j'ai pas sauté le pas plus tôt, pourquoi je me suis pas mieux vendue et plus mis en avant. Mais ça, c'est l'expérience qui te permet après d'avoir cette aisance, en fait, tout simplement. Aussi bien la confiance en soi. Voilà, la confiance en soi, ça se travaille. C'est ça. Je l'avoue, je l'ai travaillé. J'ai fait des formations pour ça aussi. Oui. Voilà. Parce que c'est pas inné. Il y a des clés que les formateurs te donnent qui te permettent de prendre confiance en toi. Que tu aies un handicap ou pas, d'ailleurs. Hein, parce que quand j'ai fait des formations, il y avait des gens qui n'avaient aucun handicap. Tout simplement de la timidité, voire même des gens très introvertis. Et c'est vrai que c'est un frein, clairement, dans la vie, aussi bien sociale que professionnelle. D'accord. Et après, pour me vendre, c'est pas toujours facile. Moi, j'avais misé, j'avoue, sur la partie études. Voilà, sur les compétences. Et j'ai travaillé, en fait, j'ai fait beaucoup de jobs d'été depuis l'âge de 16 ans. Ouais. Donc c'est vrai que j'avais déjà une petite expérience en RH, ce qui m'a permis déjà de vendre un peu mes compétences. Oui, voilà. Oui, du coup oui. J'avais fait du standard téléphonique par exemple, des choses comme ça. Donc j'avais une aisance aussi au téléphone. J'avais eu de bons résultats aussi sur mes examens en anglais, en espagnol. Donc voilà, les gens ils se sont dit, parce qu'au début, quand j'ai postulé chez MMA, je suis partie sur un poste à la circulation internationale, c'est-à-dire de la gestion de sinistres, mais sur l'international. Voilà, donc vous pouviez parler anglais, espagnol ou français, en fait, ça dépendait de votre interlocuteur que vous aviez au bout du fil. Et puis des prestataires aussi de l'autre côté que vous pouviez avoir. Et c'est vrai que finalement, en fait, c'est plus mon profil RH qui leur a plu et voilà, on est plus parti sur après faire un stage justement, que je reprenne un peu mes études à côté aussi pour valider d'autres notions que je n'avais pas en RH aussi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. C'est pas simple. Non, c'est pas simple et il faut vraiment, c'est un gros travail sur soi en fait. Très franchement, c'est ça. Oui. Transparent un peu pour l'entreprise, mais pour toi, ça a été un gros travail. Oui, de remise en question aussi. Il faut se remettre en question, il ne faut pas hésiter. Ouais. Alors, je suis d'accord. Puis d'adaptation aussi par rapport au travail, parce que forcément, si tu vois moins bien que nous, que les autres salariés, tu dois fournir des efforts un peu plus importants, c'est vrai. Que les autres ne voient même pas, des fois, forcément. C'est sûr. Mais après, il ne faut pas oublier que les employeurs aussi doivent être acteurs aussi majoritaires dans l'embauche d'une personne en situation de handicap. C'est-à-dire qu'ils doivent aussi adapter le poste de travail et éventuellement, pour que la personne puisse bien prendre ses marques, adapter la charge aussi. Ouais. Tout simplement. C'était justement ma question. Alors, donc, selon vous, quelles sont les démarches appréciées par les personnes en situation de handicap, mises en place notamment du coup chez Covea? Donc nous, on travaille avec, on a une mission handicap en fait au sein du groupe Covea, qui nous permet justement toute cette étude en amont pour les aménagements de poste des collaborateurs, ou sinon à défaut leur aménagement de temps de travail aussi. Donc ce qui permet en fait une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap et aussi de leur permettre une arrivée plus en douceur dans les équipes et une meilleure intégration tout simplement. D'accord. Voilà. Ma question, donc la suivante, quelles mesures concrètes Covea a mis en place pour favoriser l'inclusion des personnes handicapées au sein de la structure? Alors nous, pour l'inclusion, donc on a la partie mission handicap qui fait beaucoup de relationnel en fait et qui a mis en place des animations. Oui, il y a des animations exactement sur site et il y a aussi des animations avec moi je fais partie d'un panel testeur entre autres. Voilà. Et nous, notre but, donc on est un petit groupe de 5-6 collaborateurs à peu près, et de diverses enseignes du groupe, et de diverses activités aussi. Et on teste par exemple les nouveaux outils informatiques qui vont être proposés aussi bien en interne
qu'en externe. D'accord. Voilà. Par rapport notamment à l'accessibilité numérique, c'est Alors, ça ? il y a l'accessibilité numérique en effet. Il y a aussi pas mal de choses sur... parce qu'on parle d'accessibilité numérique sur, en effet, la police, les couleurs, des choses comme ça. Mais il y a aussi tout le travail, par exemple... nous, dans notre équipe de testeurs, nous avons une personne qui a des soucis d'audition, tout simplement. Oui. Et nous avons une personne aussi qui est totalement malvoyante. D'accord. Donc en fait, il y a vraiment toute cette accessibilité pour le grand public. On avait travaillé Pour tous les types de handicap. Oui, tous les types, vraiment dans l'inclusion générale et globale. Ok. Et c'est vrai que sur cet aspect-là, c'est un plus. Après, nous avons aussi les ambassadeurs de la mission handicap. Donc, ça peut être n'importe quel collaborateur. Il n'y a pas besoin d'être manager. Il suffit de, entre guillemets, postuler et de Sans forcément avoir une RQTH. Sans forcément. Mais par contre, après, quand on est ambassadeur, on est quand même chargé de mission pour représenter la mission handicap, pour faire des interventions, par exemple, au sein de grandes équipes qui n'ont pas de connaissances sur... parce qu'il y a des équipes où il n'y a pas de personnes en situation de handicap à ce jour. Même si on arrive au sein du groupe Covea, on remplit les taux légaux qui sont demandés par le gouvernement. Mais quand même, il y a des secteurs d'activité où c'est encore... voilà. Ou, à défaut, il faut savoir aussi que les collaborateurs n'ont pas l'obligation de déclarer leur situation de handicap aux employeurs. Donc, il y a des gens qui gardent cette information confidentielle et qui ne la communiquent pas. C'est un choix. Voilà. Tout à fait. Chacun est libre. Et justement, oui. Cléo. Est-ce que vous avez une idée pour faire en sorte que le dialogue du handicap en entreprise soit moins tabou ? Alors, pardon. Chez nous, on a misé sur la communication, mais vraiment en toute transparence. Je vois là, cette semaine, il y a justement une vidéo qui est sortie avec une personne en situation de handicap qui a en fait réalisé une mobilité au sein du groupe. Et donc, ils ont fait intervenir là son RRH sur la vidéo, qui l'a accompagnée en fait, et sa manager N+2, qui l'a aussi accompagnée dans ses démarches et qui est vraiment... ont mis en place tout un système pour qu'elle puisse faire donc ce qu'on appelle un vie ma vie chez nous, c'est-à-dire pendant une journée ou plus, si besoin, aller voir comment ça se passe dans un autre service ou sur un autre métier carrément pour découvrir. Et en fait, quand vous postulez, après, vous avez moins d'a priori et vous vous vendez clairement mieux. Voilà. Et donc la personne était RQTH. Oui. Ouais. Donc là, ça montre bien que c'est pas du tout un frein à l'évolution, chez Covea en tout cas. Non, c'est pas un frein. Et il faut pas que ça en soit. Ils accompagnent les personnes. Pas mal. Oui, vous avez quand même un bon suivi du coup. Oui, il y a un bon suivi, tout à fait. La mission handicap est une petite équipe, mais ils sont très réactifs et c'est vrai qu'ils ont un bon réseau aussi bien établi avec. Il y a des moyens aussi. Oui, il y a aussi des moyens. Il y a des moyens, c'est sûr, mais il faut aussi un bon relationnel et un bon échange avec les RRH, les responsables RH, qui sont quand même acteurs majoritaires aussi dans les mobilités, dans tout simplement même l'embauche des collaborateurs en situation de handicap. C'est un des maillons de la chaîne qui est essentiel. Tout à fait, oui. Léna, tu as une question Alors moi j'en ai une. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore des difficultés concernant votre intégration en tant que personne en situation de handicap ? Sur l'intégration, je dirais non. Après, c'est plus... Alors moi, je suis très franche. Quand on est en réunion et que les gens me connaissent pas, s'ils me mettent un PowerPoint en tout petit sur un écran, je leur dis « Excusez-moi, vous pouvez agrandir un tout petit peu, s'il vous plaît ?» En fait, faut pas hésiter. Voilà. Faut même prévenir des fois les gens à l'avance. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà, j'avais été à une réunion. J'étais toute seule, entre guillemets, de ma direction à y aller. Donc, j'ai prévenu. En fait, maintenant, quand on est invité à des réunions, ils nous proposent, en fait, de les informer s'il y a, par exemple, des soucis de déplacement, des soucis, on va dire, d'organisation ou autre, ou des besoins spécifiques, exactement. Et c'est vrai que moi, j'avais fait un petit mot à la personne qui organisait. Je vais expliquer. Moi, il me faudrait une place. Alors, plutôt dans les 2-3 premiers rangs sur le devant. Et de préférence, pas sur un tout petit écran
écran ni écrit en tout petit. Voilà, je lui avais expliqué que j'avais un problème visuel et qu'il fallait que ce soit adapté. Et la personne m'a dit, il n'y a pas de souci, je vous enverrai en plus. Après, elle m'avait envoyé en fait le PowerPoint qui correspondait en fait à la présentation qu'on avait eue. D'accord. Donc c'est vrai qu'il suffit en fait. C'est vrai qu'on n'ose pas forcément le dire quand on a une situation de handicap. Après, moi, ça se voit, donc un petit peu, malgré tout. Et c'est vrai qu'avec du recul et avec un peu d'âge et d'expérience, en fait, tu sors de ta coquille et tu oses plus. Oui. C'est pour ça. D'accord, donc ils sont quand même sur une bonne adaptation à l'environnement et c'est ça qui est important. Oui, tout à fait. Ok. Donc j'ai une seconde question qui est quel message souhaiteriez-vous faire passer aux travailleurs handicapés ou aux employeurs qui nous écoutent actuellement ? Alors, pour les travailleurs en situation de handicap, je dirais... alors, il faut pas trop se poser de questions, il faut se lancer. Je sais, alors forcément ça paraît facile quand je vous le dis comme ça. Ouais. Moi je me suis posé exactement les mêmes questions 15 ans en arrière, donc c'est pour ça. Ouais. Et des fois il faut pas hésiter à demander de l'aide aussi extérieure, parce que moi aussi ça a été mon cas. J'ai même eu, c'est mon conjoint même qui m'a un petit peu poussé par moment en me disant vas-y, parce qu'il connaît mon caractère, il sait que je suis quelqu'un quand même de plutôt, voilà, je peux être fonceur des fois, j'ai un caractère un peu fonceur et c'est vrai que il me reconnaissait plus, des fois il me dit mais ce n'est pas toi. Donc en fait une aide d'une tierce personne qui va vous pousser, c'est quand même moteur, faut dire ce qui est, c'est un complément. Et de plus, faut pas hésiter aussi à s'appuyer si vous avez un réseau aussi, même si c'est pas dans l'entreprise dans laquelle vous postulez, mais il faut pas oublier que dans la vie, on a un réseau professionnel et extra-professionnel qui est très étendu et vous pouvez rapidement vous rendre compte que en fait, la personne avec qui vous discutez sur votre gauche connaît en fait la personne pour qui vous allez postuler sans le vouloir. Ouais. Et c'est vrai que ça peut créer un relationnel beaucoup plus direct et beaucoup plus simple. Après, n'hésitez pas aussi, il y a beaucoup de forums et de salons qui sont dédiés à l'emploi des personnes en situation de handicap. Moi, je les ai faites, je l'avoue. Je les ai faites, j'y suis allée. Et il y a pas mal d'entreprises qui sont quand même dans l'attente justement de trouver du personnel en situation de handicap. Oui. Parce qu'à ce jour, on a quand même pas mal de grands groupes en France qui ne sont pas aux attendus des 6% exactement demandés par le gouvernement depuis moultes années. Donc, faut pas hésiter. Je sais que, moi à l'époque, il y avait Groupama, il y avait quand même des grandes enseignes nationalement connues sur Le Mans et aussi il y avait des gens qui venaient d'Alençon, de Laval, des grandes entreprises qui cherchaient encore à recruter. D'accord. Donc, en plus, en travaillant avec la mission handicap, je sais qu'il y a de plus en plus de grands groupes là qui commencent à créer justement eux-mêmes des missions handicap au sein de leur groupe pour copier un peu notre modèle, si je puis dire. Non, mais c'est vrai, copier notre modèle. Et je sais que sur d'autres sociétés de banque et d'assurance, ils sont en train de vraiment de décliner le même système que nous et de créer aussi des panels testeurs, de créer des ambassadeurs. Donc c'est vrai que c'est en cours de développement. Après, il y a plus de liberté de parole, je pense, depuis quelques années, ouais. Exactement. Depuis quelques années, il y a plus de liberté de parole de la part aussi bien des employeurs que des personnes en situation de handicap. Donc faut matcher là-dessus clairement et il faut vraiment y aller. Et pour les employeurs, je dirais que il faut prendre son courage à deux mains aussi parce que c'est un investissement pour l'employeur clairement. Parce que souvent, quand vous êtes dans un grand groupe, vous vous posez un peu moins de questions. On n'a pas la même notion budgétaire. Quand vous êtes dans une PME, ça n'a rien à voir. La PME va se poser beaucoup plus de questions. Il va y avoir des freins en fait qui vont se mettre naturellement et ce qui se conçoit, d'où l'accompagnement maintenant aussi avec les organismes comme la MDPH et la GFIP. Qui permettent quand même des aménagements de poste avec des prises en charge très intéressantes, des accompagnements sur le développement professionnel au niveau carrière pour la personne en situation de handicap. Donc, il faut penser à tout ça aussi. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à une entreprise qui hésite, qui a peur presque peut-être de
recruter une personne en situation de handicap? Alors la peur déjà c'est humain et naturel. C'est vrai. Exactement. Il faut pas avoir honte d'avoir peur, c'est normal parce qu'on se pose énormément de questions. Après ça se conçoit. Un employeur, il se dit si je l'embauche. Alors après peut-être commencer moi comme j'ai pu avoir, c'est-à-dire que j'ai commencé avec un CDD. Et c'est vrai que pendant 6 mois, ça permet aussi au manager et à l'encadrement managérial de faire un test, en fait, tout simplement, de tester la personne, savoir si elle a les compétences, la capacité, aussi bien physique que psychologique. Enfin voilà, il y a tout un ensemble en fonction du handicap. Éventuellement d'adapter le poste Exactement, au handicap. Tout à fait, d'adapter le poste au handicap s'il faut un aménagement de poste avec, je sais pas, des ordinateurs plus grands, enfin des écrans d'ordi plus grands, un clavier différent ou un pavé numérique séparé, enfin voilà, ou si la personne est plus à l'aise aussi en télétravail que de travailler sur site aussi, parce qu'il y a ça maintenant. Donc c'est vrai que c'est un grand... faut vraiment tout envisager, mais ne pas hésiter pour l'employeur à se faire aider surtout. Et demander de l'aide, ne pas hésiter. Il y a des aides qui existent. Très bien. Eh bien, écoutez, je suis ravie de cet échange qu'on a eu avec toi, Isabelle. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, tes expériences. C'était très constructif. Plaisir. Et donc, eh bien, à bientôt pour un prochain épisode du podcast sur la voie RH. À bientôt. À bientôt.